vidéo d'ailleurs? T'en es où là-dessus? Ouais, en fait, j'aimerais bien faire une nouvelle vidéo là maintenant, mais j'arrive pas à trouver le thème exact sur lequel j'ai envie de travailler. Je fais plein de vieux jeux et peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose de nouveau. Ah bah ça c'est sûr que pour l'instant les jeux sur lesquels tu fais des vidéos c'est toujours des jeux d'il y a 30 ans quoi. Faudrait peut-être penser à trouver un jeu qui est sorti au moins sur Steam ces 3 dernières années. Ok, t'as raison, mais il y a des jeux qui sortent tous les jours, comment tu veux que je fasse un choix en fait? Non mais c'est vrai qu'il y a plein de jeux qui sortent sur Steam, après je te demande pas de faire une vidéo sur le dernier Call of Duty qui est sorti par exemple, mais au moins un jeu récent et qui te parle, ce serait cool quoi. Bon, je vais chercher quelque chose, je te dis si je trouve, et on en reparle après. Ça marche, tu me diras quoi? J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé quelque chose, et tiens-toi bien, le jeu est sorti il y a moins d'1 an. Ah ouais, trop bien. Bah vas-y, on va regarder du coup. Non mais sérieux mec? On avait dit un jeu récent, t'as pris un truc qui date des années 60 là? Regarde, on voit même pas ce qu'il y a à l'écran tellement c'est pixelisé, il est moche comme un cul ton jeu. Tu l'as trouvé où encore? Le truc il est poussiéreux, j'arrive à compter chaque pixel à l'écran, le modèle il doit faire 5 polygones. Alors oui, aujourd'hui on va parler d'un jeu qui semble sortir des plus belles années de la PlayStation 1, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça à dire sur The Big Catch Tackle Box. Du coup le jeu s'appelle The Big Catch Tackle Box. Ou si on devait le traduire en français, la grosse prise, boîte d'équipement de pêche. Et c'est contre toute attente, un jeu sorti début juin 2024 par un studio du nom de Filet Group. Et c'est d'ailleurs leur premier jeu il semblerait. Le jeu te met dans la peau de Tackle dans une épreuve initiatique pour devenir Fiscari, un groupe de chasseurs de trésors et de mercenaires. Pour gagner ton titre, ton but principal sera de chasser des poissons et de récolter des écailles pour prouver ta valeur à Bale, l'examinatrice de ton entraînement. Ça c'est bien sur le papier, mais l'endroit où tu vas devoir chasser ces poissons, c'est pas un simple lac, c'est une grande zone qui s'appelle The Waste. Je sais pas trop comment le traduire en français, mais dites-vous que c'est juste un gros désert. C'est une large zone reprise par le sable et abandonnée, où les poissons se cachent dans l'eau ou à l'extérieur. Voilà le pitch de départ grossièrement expliqué. Vous pourriez me dire que c'est pas beaucoup, et vous auriez raison, tout peut être à peu près résumé sur le monde dans les 10 premières minutes de jeu, mais heureusement, c'est pas pour ça qu'on joue à un jeu vidéo, sinon j'aurais ouvert un livre, ça aurait été pareil en fait. Non, on va parler d'une chose qui est quand même assez importante pour le jeu, le gameplay et les mécaniques. Parce que forcément, on va pas te donner les poissons comme ça, il y aurait aucun intérêt. Pour pouvoir mener à bien ton épreuve et prouver que t'as ce qu'il faut pour devenir un vrai Fiscari, tu vas devoir explorer ces structures qui peuplent le désert et escalader leurs parois, courir le long des murs, grimper sur des surfaces diverses et variées et plus simplement faire du platforming. Car oui, The Big Catch Tackle Box est un jeu de platforming en 3D, un genre qui est de plus en plus rare de nos jours comparé à la fin des années 90 et le début des années 2000. Le jeu t'amène au tout début dans une petite zone tutoriel où tu peux tester l'entièreté de tes actions dans un environnement sûr, et Tackle est capable de réaliser pas mal d'acrobaties. En dehors de son saut, il peut également faire une charge au sol qui lui permet de sauter plus haut avec le bon timing et tourner sur lui-même pour tomber plus lentement. Et à partir du moment où tu commences à t'approcher d'un mur, là c'est la fête. Tu peux évidemment t'accrocher au rebord d'une plateforme, ça c'est classique, mais aussi faire du wall jump, c'est-à-dire rebondir contre le mur et aussi courir le long d'un mur, puis prendre appui pour rebondir. Rien qu'avec ces actions, Tackle est capable de se déplacer fluidement pour explorer et gravir les ruines. Mais certaines plateformes seront trop éloignées l'une de l'autre pour utiliser ces techniques. C'est là qu'on va utiliser ce qu'on se trimballe sur l'épaule depuis le début, la canne à pêche. Ça paraît assez évident vu le style de jeu que c'est, mais la canne sert tout aussi bien à pêcher des poissons qu'à agripper et lancer des choses à distance, ou encore à s'accrocher à des prises comme un grappin pour se balancer. Elle peut servir également à choper des éléments du décor pour progresser, et aussi à utiliser certains éléments de plateforme pour se déplacer plus loin, ou plus haut, en fonction du type. Une fois que tu additionnes tout ça, ça commence à faire une belle panoplie d'outils que le joueur devra utiliser pour fouiller tous les recoins des ruines qui composent le désert. En fait, ce jeu de plateforme se rapproche presque plus d'un jeu de parcours où on te demande d'assimiler ton environnement pour pouvoir le traverser, comme le font Dying Light ou Mirror's Edge par exemple. En plus de ça, au cours du jeu, tu débloques pas de nouvelles compétences pour te déplacer. Du coup, tu peux explorer la zone dans l'ordre que tu veux, ce qui renforce ce principe de pouvoir escalader tout et n'importe quoi. Et justement, vous vous demandez peut-être comment on va d'une structure à l'autre dans ce désert. Non, parce qu'on pourrait bien imaginer ça. Mais on s'emmerderait quand même bien vite. Non, la partie que j'ai volontairement gardée jusqu'à maintenant, c'est celle-ci. Dès que t'as fini la zone de départ, Bale te donne un sifflet, qui permet d'appeler des Sand Shredders, des petites créatures qui aident les Fiscari à traverser le désert, et cette zone de sable mouvant qui t'empêche de progresser aussi. Et c'est à ce moment, une fois que t'en agrippes un avec ta canne à pêche, que le jeu commence.
Ouais, je trouve que ça pète carrément la classe. Parce qu'en fait, depuis le début, je vous parle que de la surface du jeu, la fiche technique en gros. Rien qui sur le papier vous donnerait envie de plus jouer à ce jeu-là qu'à n'importe quel autre platformer 3D. Non, ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est la direction artistique et l'atmosphère de ce jeu. Là, on rentre dans le gros de ce que je veux parler du jeu. Je trouve le feeling de ce jeu incroyable, autant en y jouant qu'en le regardant, mais je reviendrai sur le gameplay un peu après. L'atmosphère de ce jeu est vraiment incroyable, et quand je parle d'atmosphère, je parle d'une combinaison de tout un tas de choses. La musique, les décors, les effets visuels et effets sonores, et l'éclairage pour ne citer que certains éléments. Le truc c'est que tout se passe dans le désert, c'est la scène principale du jeu, et tu veux le faire refléter dans ton atmosphère. Et en fait, il y a plusieurs manières de représenter un désert en fonction de l'émotion que tu veux faire ressentir aux joueurs. Je pense par exemple à une scène d'Uncharted 3, peut-être spoiler pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, mais c'est quand même sur la jaquette, donc c'est pas un plot twist de ouf non plus, où tu dois traverser un désert à un moment, et là l'intention du désert c'est qu'il soit pesant, vide et aride. Mais dans The Big Catch, bien que le désert soit inhabité, il est pas vide pour autant. Non seulement t'as les ruines qui sont éparpillées un peu partout, ce qui le rend quand même un peu vivant, mais la manière de le traverser est pas lent et fastidieux parce qu'il y a les sand shredders, ça devient fun de glisser sur le sable super vite et d'explorer le désert. Déjà avec ça, tu rends le désert plus agréable, mais en plus, il y a de la variété, tu peux trouver des oasis avec des grandes zones d'eau qui sont tout de suite plus verdoyantes, mais même sans ça, je trouve que le sable a une apparence brillante avec des grains qui reflètent au soleil, ça rappelle plus le sable d'une plage que celui d'un désert. Et en plus de ça, le cycle jour-nuit apporte plein de nuances de couleurs à l'environnement. Et c'est grâce à l'éclairage du jeu aussi. On peut s'attendre à avoir un soleil de plomb qui écrase l'image et l'aplatit, et c'est le cas à certaines heures de la journée, mais généralement c'est assez doux et met en valeur le décor dans son ensemble. Je trouve que le jeu est vraiment magnifique, même avec ce style rétro. Et justement, le style rétro que vous avez vu au tout début de la vidéo, c'est un des filtres que tu peux appliquer au jeu pour jouer à fond la carte du jeu PS1. C'est plutôt malin, même si le style composite va un poil trop loin dans l'hommage selon moi. Un autre truc qui participe beaucoup à l'atmosphère de ce jeu et qui m'a même donné envie de faire cette vidéo tout court, c'est la musique. Oh la musique de ce jeu, mais est-ce que j'ai même besoin d'en parler? Allez c'est bon, je vais en parler. C'est au moment où j'ai entendu la musique de l'Overworld, quand tu commences à glisser sur le sable avec les sand shredders pour la première fois, que j'ai voulu parler de ce jeu. À l'instant où les premières notes commencent à jouer, t'es tout de suite transporté dans ce monde. C'est trop fort, trop bien choisi. Je suis clairement pas un expert en musique, je ressens juste des trucs et j'essaye de les expliquer. Et quand j'entends cette musique, j'ai un sentiment d'aventure qui me traverse et c'est incroyable. Genre le truc qui te donne l'impression que des gigantesques portes viennent de s'ouvrir devant toi et que tu peux faire ce que tu veux. Y a pas de mauvaise direction ou de mauvais choix, y a que toi et cet univers à explorer. J'ai essayé de me limiter sur les comparaisons avec d'autres jeux, mais quand j'entends cette musique, je pense direct au morceau qui se joue quand tu navigues sur la Grande Mer dans The Wind Walker. Étant donné que c'est mon jeu préféré, je suis forcément biaisé sur la manière de ressentir cette musique. Mais ça m'a donné cette même impression de liberté et d'aventure, et je trouve que c'est giga puissant comme sensation pour un jeu. Sans même savoir à quoi m'attendre, mon cerveau me dit déjà que je vais vivre une expérience incroyable et je trouve ça fou. Je m'attarde pas mal sur la musique de l'Overworld parce que c'est la plus symbolique selon moi et c'est probablement celle que vous entendrez le plus dans le jeu, mais toutes les autres musiques sont tout aussi cool et participent si bien à créer l'atmosphère de ce jeu. Le reste des musiques reste dans le même style, avec les mêmes types d'instruments, mais leur thème tourne plus autour de la réflexion que de l'aventure, vu qu'elles t'accompagnent pendant que tu cherches à grimper en haut des structures. Je trouve aussi qu'elles transmettent un sentiment commun de mystère et d'inconnu qui marche très bien, vu le contexte d'explorer des ruines abandonnées. Je suis sur le cul à chaque fois que j'entends la musique de ce jeu parce que les compositeurs de la BO de The Big Catch ont réussi à créer des sons qui te rendent nostalgique pour un jeu qui n'est pas sorti à la période qu'il essaye de ressembler, mais ça marche si bien. Un truc qui me permet de faire cette comparaison avec les jeux des années 2000, c'est le personnage qu'on incarne. Vous voyez, dans le genre du jeu de plateforme, il y a une sorte de tendance qui s'est créée et qui s'appelle le mascot platformer, qui est très simplement un jeu de plateforme qui a une mascotte comme personnage principal, souvent un personnage anthropomorphique. Sonic est le meilleur exemple dans ce cas, c'est un des plus vieux mascottes platformers qui existent et c'est probablement celui qui a inspiré la majorité de ceux qui sont venus après. Même si c'est clair que Mario est arrivé avant et qu'il est devenu très rapidement la mascotte de Nintendo, le cas de Sonic est plus parlant étant donné qu'il est inspiré d'un animal, quelque chose qui est très courant chez une mascotte, contrairement à Mario qui est inspiré d'un Italien, qui, comme tout le monde le sait, n'existe pas. Bref, le personnage principal a un rôle important dans un mascotte platformer, et pour ça il faut un chara-design, un design de personnage qui soit marquant, reconnaissable et si possible sympathique et appréciable par le joueur. Et comme le reste du jeu, les chara-designs de Tackle et de Bail sont vraiment trop bien. Déjà, Tackle et Bail sont tous les deux inspirés d'oiseaux, des corbeaux ou des corneilles selon leur bec et leur couleur. Le style du corps est simple mais il marche vraiment bien, mais là où il se démarque vraiment d'autres mascottes, c'est dans le style de vêtements.
J'adore le style de Tackle. Les vêtements qu'il porte reflètent sa personnalité un peu paresseuse si je me base sur le site officiel, mais c'est aussi adapté à un environnement chaud, d'où le bob pour se couvrir du soleil, qui devient un outil à part entière quand il attrape un poisson et le range là-dedans, comme un personnage de dessin animé. C'est super malin comme design parce que c'est genre un seau de pêcheur. Tout son design est réfléchi pour être pratique pour le taf que doit réaliser Tackle, et ça représente aussi sa personnalité, et pour moi ça marche si bien, c'est si expressif, c'est logique, et mon cerveau de singe, il aime bien quand les choses elles sont logiques. Et pour Bale, on voit qu'elle a des vêtements moins détentes, mais tout aussi adaptés à un environnement aride. Ce qu'elle porte montre aussi qu'elle a l'air plus expérimentée que Tackle, et c'est quand on voit comment elle bouge et qu'elle parle que ça devient évident. L'animation d'un personnage dans un platformer 3D, elle répond à deux critères principaux. Donner de l'expression au personnage, et montrer au joueur les actions qu'il fait. Par exemple le saut de Tackle. Quand tu appuies rapidement, le saut va être court pour refléter ton input, mais si tu maintiens enfoncé le bouton, une animation particulière va se jouer pour te montrer ça. Ça a l'air con quand je l'explique comme ça, mais pour un jeu de plateforme, ce genre d'information est primordial pour que le joueur comprenne ses actions, qu'il les apprenne et qu'il puisse les ressortir dans des passages qui ont de l'enjeu. Les animations de mouvement sont fluides, elles sont si cool à voir quand tu fais des parcours, c'est précis, t'as l'impression que Tackle a fait ça toute sa vie, on peut même voir que ton perso se tord et s'étire pendant certaines actions pour rajouter du dynamisme dans le mouvement, et puis le mec grimpe sur des troncs d'arbres quoi. J'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais il y a un côté très sonique dans l'assurance avec laquelle Tackle bouge et fait du parcours, c'est super vivant, et ça accompagne vraiment bien ses actions, et ça déborde de personnalité, regarde comment il est trop fier de lui quand il chope un poisson. Un truc que je mentionne rarement aussi, c'est l'interface utilisateur dans un jeu. C'est le genre de truc qui, quand ça marche bien, t'y fais pas vraiment attention. Mais là, c'est si bien intégré dans le jeu. Là, le truc en haut à gauche, c'est la barre de vie. Ça ressemble à une sorte de pendentif fait à la main. Ça colle parfaitement avec le reste de l'environnement. Tu t'attendrais presque à le voir à la ceinture de ton personnage tellement c'est cohérent. À côté de ça, tu trouves le compteur d'écailles que tu ramasses. Et je kiffe la manière dont il apparaît à l'écran à chaque fois que t'en ramasses une. On retrouve cet effet de fluidité que j'évoquais tout à l'heure et c'est trop bien. Pareil pour le compteur de poissons, c'est un petit tourniquet. C'est du giga détail, mais c'est le genre de giga détail qui, quand il est fait en accord avec le reste du jeu, te fait dire mais oui, évidemment qu'il fallait faire ça. Vous l'aurez sans doute compris maintenant, je suis très fan de la direction artistique de ce jeu, mais en fait, je pense que je suis même plus fan de la cohérence de The Big Catch Tackle Box. Tout a été fait selon un ensemble, tu ne sors pas de l'expérience parce que ça marche bien ensemble selon moi. Et je tiens quand même aussi à rappeler que c'est le premier jeu de l'équipe de dev. Certes, ils ont fait des petits projets à côté, mais c'est leur premier vrai jeu. Après, je veux rester objectif. Le jeu n'est pas parfait, aucun jeu ne l'est d'ailleurs. Le truc principal que j'ai pu noter, c'est que certains éléments de platforming demandent parfois trop de précision. Contrairement à d'autres jeux de plateforme qui te laissent une marge d'erreur quand tu t'approches d'un point de contact, comme le bord d'une plateforme, dans The Big Catch, tu vas souvent avoir l'impression que t'aurais dû t'accrocher à un élément, mais en fait non, et du coup tu tombes et ça te fait perdre pas mal, voire toute ta progression. Parce que le jeu est dur en vrai, il est exigeant, t'as accès à des raccourcis sous forme de canne à pêche stationnés à des endroits précis, mais il y en a pas masse, et si tu tombes quoi, retour au début. La plupart des structures sont pas trop longues, mais il y en a deux en particulier qui sont assez massives, et quand t'es à la recherche d'un poisson ou une écaille en particulier, tomber peut se révéler très frustrant. Mais pour moi, la frustration fait aussi partie du jeu. S'il n'y avait pas de challenge, tous les défis seraient relevés en 5 minutes, et après tu passerais à autre chose et tu oublierais instantanément ce que tu viens de jouer. Pour moi, les développeurs s'attendaient à ce que tu aies déjà joué à des jeux de plateforme 3D auparavant. C'est pour ça que certains passages peuvent sembler complexes, d'autant plus que le jeu peut être fait dans n'importe quel ordre, donc compliqué de faire une difficulté vraiment progressive. Au final, la frustration que tu vis en galérant face à un passage est très vite oubliée une fois que tu as persévéré et que tu as enfin atteint le point le plus haut d'une tour, ou encore réussi à choper le poisson qui se fout de toi depuis 30 minutes. Et en plus, rien ne t'empêche de mettre de côté un passage difficile pendant un moment et de partir ailleurs. Tu gardes tout ce que t'as récupéré sur toi, donc pas de pression là-dessus. Le truc qui peut être complexe par contre, c'est de retrouver là où t'as déjà été, vu que t'as qu'une boussole qui t'indique pas grand-chose pour te diriger dans le désert. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me perdre et de retourner 4 fois devant la même pierre parce que je tournais en rond. Mais clairement, c'est pour chercher des points d'amélioration pour le jeu, hein. J'ai pas grand-chose de plus à dire qui me semble gênant. J'ai vraiment beaucoup accroché et je suppose que ça se voit, vu la gueule de la vidéo. Mais c'est pas juste pour vous dire que j'aime ce jeu, c'est aussi pour vous inviter à le découvrir. Oui, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses dans le jeu, mais j'ai volontairement pas tout dit pour que vous découvriez par vous-même, comme par exemple un secret qui se débloque à la fin du jeu. Je vous promets que le jeu en vaut le coup, que vous aimiez les jeux de plateforme 3D ou juste ceux qui ont une vibe agréable. Et le petit truc que j'ai volontairement pas précisé depuis le début de cette vidéo, c'est qu'en fait ce jeu n'est pas un jeu. En fait ce jeu, c'est une démo. C'est une démo. Je sais pas si vous comprenez ce délire, mais c'est déjà gratuit, mais en plus c'est juste une démo. La
Team Philly Group a créé une expérience de jeu qui est probablement meilleure que 90% de ce que vous pouvez trouver sur Steam actuellement, et c'est juste un avant-goût du véritable jeu qu'ils sont en train de travailler en ce moment même. Quand j'ai découvert la qualité de ce jeu et le contenu qu'il proposait, de savoir que c'était une démo, ça m'a fait encore plus apprécier Tacklebox. Non seulement ça, mais ça permet aux joueurs de découvrir le contenu en avance et de faire des retours aux développeurs, mais aussi d'apprécier une démo qui est gratuite et qui peut facile t'occuper 3 à 5 heures, voire plus si t'as envie de tout récupérer. Merci beaucoup pour votre attention et de m'avoir écouté radoter sur ma dernière obsession. J'espère que ça vous donnera envie d'aller jeter un coup d'œil à la démo et surtout d'essayer The Big Catch quand il sortira courant 2025. On dirait que je suis sponsorisé pour faire ça, mais c'est totalement gratuit. Hein. Je devrais peut-être les contacter d'ailleurs. Adios! Je sais pas comment, mec, je sais pas